Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre journal Le Tour de l'actu. Au titre de l'actualité cette semaine, la fin d'un ramadan particulier à cause du coronavirus, nous irons voir comment les fidèles l'ont vécu. Nous irons ensuite aux alentours de Saumur où les viticulteurs travaillent pour sauver la saison. Et enfin, nous verrons les activités plein air qui reprennent avec un club de tennis et des bikers auvergnats. Ce week-end marque la fin du ramadan avec la fête de l'Aïd el-Kibir. Pour le moment, les offices religieux restent fermés, mais une possible autorisation des rassemblements religieux est envisageable. Pour l'heure, rien n'est décidé. Comment les musulmans vont-ils fêter la fin du ramadan? Lison Bourgeois a rencontré 2 membres d'une des mosquées vichysoises. T'en mets combien? Un de chaque. Comme pour la famille Benabouche, le partage est au centre du ramadan chez les musulmans. L'année dernière, la rupture du jeûne avait rassemblé plus de 250 vichysois, mais une telle organisation est impensable en période de pandémie. Alors qu'approche la fête de l'Aïd, les musulmans devront continuer de célébrer leur religion à la maison. On va se réunir dans la famille, on va faire la prière. La famille proche. La famille proche, on va faire la prière de la fête. Les cérémonies religieuses sont donc à nouveau autorisées dès ce samedi 23 mai, mais la mosquée n'est pas en capacité d'accueillir les fidèles en respectant les gestes barrières. Il faut savoir que normalement, quand on fait la prière, on est en rang et on est en contact. Et on ne doit pas laisser d'espace, justement. C'est ça. On doit être... Pied contre pied, épaule contre épaule. L'espace qu'on a, on fait avec les moyens du bord. Depuis le début, on gère, j'allais dire entre guillemets, le non gérable, quoi. Et chaque musulman a essayé de gérer à sa façon un ramadan si particulier. Pour certains groupes d'amis, il est difficile d'imaginer une fête de l'Aïd sans prière collective. Et on aimerait bien se regrouper en fait dehors, à l'extérieur, pour pouvoir faire la prière. Et c'est pas une personne qui va réciter, on aimerait que chaque personne qui connaisse un bout contribue en fait à faire la prière. L'organisation de la fête n'est donc pas totalement terminée, mais il est certain que les invités d'honneur, gâteaux, crêpes et beignets, sont déjà attablés. Sur le même sujet, les mesures sanitaires pour nous protéger du Covid-19 ont-elles troublé les démarches spirituelles des musulmans qui ont fait le ramadan? Réponse avec des fidèles montluçonnais. Donc comment s'est passé le ramadan avec le confinement et qu'est-ce qui a changé par rapport à d'habitude? On était isolés du coup, parce que normalement c'est un rapprochement familial. Ça va être ça qui nous aura changé. Pour ceux qui allaient faire leurs prières dans les mosquées aussi, ça a changé beaucoup parce que du coup les mosquées étaient fermées. Moi, le ramadan s'est très bien passé pendant le confinement. C'était le meilleur ramadan que j'ai passé depuis des années. D'une, parce qu'on était en famille, de deux, on courait moins avec les enfants à l'école. Mes parents, depuis, je les ai pas vus juste par téléphone. Donc après, pour faire les courses et tout, c'est pas évident. Alors cette année, avec le confinement, pour moi personnellement, ça n'a rien changé. Par contre, mon mari qui travaillait, lui était confiné donc à la maison. Et du coup, c'est la première fois qu'on fait le ramadan en famille. Alors que les écoles ont rouvert et que les parents ne sont plus tenus au télétravail, la garde des enfants est un vrai casse-tête pour certaines familles. Vaut-il mieux mettre son enfant sur les bancs de l'école ou le confier à une nourrice? Les familles du bassin vichysois semblent avoir fait leur choix. Sur place, Lison Bourgeois. Le dilemme du retour à l'école fait encore débat chez les parents. Alors que beaucoup ont dû retrouver leur travail, l'embauche d'une nounou ou babysitter peut être une solution. Ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à l'activité qui était quasiment à l'arrêt, et ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est une reprise très intense. Les parents cherchent des solutions de garde alternatives, même pour ceux qui sont en télétravail et qui peuvent garder les enfants, ça commence à être un petit peu lourd, cette période qui dure déjà plus de 2 mois. Selon l'application Nounoutop, les demandes de garde d'enfants se sont envolées à plus de 300% au début du confinement, mais elles se sont très vite écroulées. Certains parents ont préféré s'organiser eux-mêmes avec leurs enfants. Je pense que si j'avais eu des enfants plus petits, j'aurais réfléchi à un système peut-être de babysitting ou de garde, de quoi que ce soit. Donc on a plutôt privilégié, nous, au lieu d'aller rechercher un système de garde extérieur, comment se réorganiser à la maison. Pour d'autres, le retour à l'école a permis de ne pas avoir à supporter le coût financier d'une garde d'enfants. On n'y a même pas pensé financièrement, parce que financièrement c'est pas tenable, et de laisser des enfants à une personne que potentiellement on ne connaît pas, un peu bizarre quand même. Donc lundi 18 à 8h35, maman libérée, rassurée et repartie pour du télétravail un peu plus serein, et puis retour sur site au bureau aussi plus sereinement, je trouve.
Un retour à l'école ou l'école à la maison, les parents semblent vouloir continuer à vivre cette crise sanitaire avec leurs enfants. Autour de Saumur et dans tout le département du Maine-et-Loire, les domaines viticoles sont des acteurs économiques essentiels. Mais le Covid-19 n'a épargné aucun secteur. À Dampierre-sur-Loire, le domaine de la Cune connaît une crise économique sans précédent liée à un arrêt des ventes. Cependant, le travail continue. Sur place, Emma Fourreau. Aux alentours de Saumur, il y a autant de vignobles que de domaines qui souffrent de problèmes économiques à cause du coronavirus. Au domaine de la Cune, l'impact qu'a eu la crise sanitaire sur leur chiffre d'affaires commence à inquiéter les gérants, les frères Jean-Albert et Jean-Luc Marie. Sur la période de mars, on a constaté 70% de baisse de chiffre d'affaires. Et depuis, sur la période d'avril, on a fait quasiment zéro. Pas d'exportation, plus de salons de vente et peu de ventes directes. Dans ce domaine familial de 17 hectares, la fragilité économique se fait sentir. Il y a de nombreuses bouteilles dans la cave, mais peu de clients pour les acheter. Les deux gérants ont donc décidé de demander le prêt créé par le gouvernement. Il y a différentes mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour voir des prêts de trésorerie. Donc on a déjà fait appel à la banque pour ce sujet-là. Le futur est incertain, mais les deux frères comptent sur les mois d'été pour compenser leur déficit. Ils continuent donc à produire leur vin comme avant, en respectant les mesures sanitaires. Les vins sont ensuite stockés en attendant que les clients reviennent. L'espoir, c'est que les Français aillent moins en vacances à l'étranger, qu'ils aillent plus en vacances en France et qu'ils soient plus en passage sur notre région et donc en arrêt sur notre région, sur leur chemin de vacances, on va dire, et de ce fait rencontrer plus nos clients à ce moment-là. Les prochains mois vont donc être déterminants pour les deux frères, qui espèrent faire un retour fracassant dans le secteur viticole. Du côté du tourisme, la plupart des châteaux de la Loire a rouvert cette semaine. Ces châteaux reçoivent chaque année près de 9 millions de visiteurs, dont une grande partie étrangers, et génèrent une économie essentielle pour la région d'Indre-et-Loire. Un reportage de Tanguy Gadin. Pousser les portes du château et entrer dans un conte. C'est l'histoire d'une demeure d'inspiration médiévale et renaissance où la vie s'est arrêtée le 17 mars dernier. Comme de nombreux autres châteaux de la Loire, le château de Ducé a rouvert ses portes au public ce jeudi. Levez les yeux et vous y verrez peut-être des fées pour accueillir les premiers visiteurs. Elles devront pour le moment se contenter d'une petite centaine de touristes chaque jour, contre 1000 l'an dernier à cette même période. Parmi les absents, les touristes étrangers, et leur retour est très attendu. On n'a pas énormément de touristes extra-Union européenne, donc si les voyages peuvent rouvrir au sein de l'UE avec des Espagnols, des Italiens, des Belges, on pourrait éventuellement en avoir une bonne partie. Nous, sur une année normale, ça représente 30% des recettes visites. Le scénario optimiste, c'est qu'on perdra à peu près 50% du chiffre d'affaires avec les mois où ça a été fermé, les touristes étrangers, la limitation des 100 km, et on peut envisager des scénarios beaucoup plus négatifs. On ouvre aujourd'hui, donc on va voir ce que ça donne. Mais on va perdre entre 50 et 90. Il est évident que du coup tous les travaux non urgents de restauration, d'entretien sont tous reportés. Mais l'absence de touristes n'impacte pas seulement les finances du château. Les commerces alentours espèrent aussi voir revenir au plus vite les consommateurs étrangers. On a plus de 50% de clientèle étrangère. La plupart des résidents locaux connaissent déjà les châteaux de la Loire puisque ce sont des châteaux avant tout familiaux, comme plus particulièrement le château du Cé. Donc c'est évidemment une barrière face au tourisme. Notre conte se poursuit à Amboise, dans la dernière demeure de Léonard de Vinci. Habituellement, les touristes étrangers affluent en masse pour découvrir les créations et œuvres d'art du célèbre inventeur. Là aussi, leur absence est un véritable coup dur. Nous avons été considérablement impactés par la fermeture des frontières. Nous accueillons chaque année près de 135 000 étrangers. On espère effectivement que les Européens pourront revenir. Nous avons mis une croix sur la clientèle asiatique et américaine. Et nous pensons avoir une fréquentation équivalente à 35% de la fréquentation de l'an dernier. Comme au château du Cé, tous les travaux du domaine sont suspendus. En attendant le retour des visiteurs étrangers et la reprise économique, les propriétaires des châteaux de la Loire et les commerçants vont devoir prendre leur mal en patience. C'est maintenant l'heure de notre rubrique Info Selfie. Cette semaine, nous avons rencontré Maureen Bertrand, kinésithérapeute à Désertine.
À cause de la pandémie, elle avait dû fermer son cabinet, mais pour garder un lien avec ses patients, elle s'est lancée sur YouTube afin de donner des conseils et des petits exercices pour la vie de tous les jours. Certains vont peut-être reconnaître ce qu'il y a derrière moi. C'est le décor que l'on peut observer dans les vidéos de Maureen Bertrand, kinésithérapeute à Désertine. Bonjour Maureen. Bonjour Léa. Alors, pourquoi faites-vous des vidéos ? Alors, je fais des vidéos en fait depuis le confinement. Je me suis retrouvée de passer de 60 heures de boulot à plus rien du tout et j'ai vraiment eu un sentiment d'inutilité en fait. L'idée m'est venue de créer cette chaîne YouTube. Donc ces vidéos en fait sont pour le bien-être au quotidien. C'est ça, exactement. Pour vraiment essayer d'avoir le plus de bienveillance possible pour son corps et que les cabinets de kiné ne soient pas engorgés de patients. Vous me montrez quelque chose ? Ouais. Donc du coup Léa, on va s'installer bien droite, tu vas écarter tes pieds largeur de bassin, voilà, tu vas bien rouler tes épaules en arrière, tu vas tirer tes doigts vers le sol et tu vas imaginer une petite ficelle qui te tire la tête vers le ciel. Voilà, ça te permet déjà dans cette position de donner de l'espace à ton dos et à ton ventre, ok ? Tu inspires, tu lèves les bras vers le ciel, tu allonges ta colonne, tu montes bien dans tes cuisses, tu tires tes bras, tu bloques et tu relâches tout doucement. Et tu reposes. Et rien que ça, voilà, ça doit pétiller, ça doit fourmiller dans le corps. Hein. Et voilà, du coup, t'es d'attaque pour la journée. C'est parti. Voilà, merci. C'est ça. Ce sont donc des exercices simples que vous pouvez refaire chez vous. Maureen a reçu beaucoup de demandes pour continuer ses vidéos une fois le déconfinement fait, donc elle le fera à un rythme plus réduit, mais pour le plus grand bonheur de tous. Merci Maureen. Au revoir et à bientôt. Le tournoi de tennis de Roland-Garros devait commencer ce dimanche 24 mai, mais il a été repoussé à cause de la pandémie du Covid-19. Cependant, les 3,5 millions d'amateurs de tennis ont pu retourner sur les courts tout en respectant les mesures sanitaires. Tanguy Gadin est allé sur le terrain du tennis club de Descartes en Indre-et-Loire. Bien que les salles restent fermées, les amateurs de tennis peuvent de nouveau profiter des cours extérieurs pour aller échanger quelques balles. Mais la situation sanitaire actuelle a rendu certains aménagements nécessaires. De nouvelles règles ont alors été établies pour permettre aux licenciés du club d'accéder aux cours en toute sécurité. Chaque membre doit nous signer une attestation et nous la retourner. À partir de ce moment-là, on communique aux membres le code d'accès du cadenas à code qui verrouille la porte d'accès aux cours. Et il peut donc réserver obligatoirement par l'application TeamUp ou par Internet. Pour les quelques privilégiés ayant réservé, les contraintes sont nombreuses. Chacun ses balles marquées et interdiction de toucher les balles de l'autre. Il est aussi déconseillé de monter à la volée, des règles qui n'enlèvent en rien le plaisir de rejouer. On devra s'habituer à ramasser ses balles, à lire ses balles, à regarder ses balles. C'est pas quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose qu'il va falloir s'habituer. Peut-être qu'on devra être obligé de faire ça pendant très longtemps, on ne sait pas. Mais en tout cas, non, le plaisir, on le prendra tout pareil, puisqu'on va retrouver les cours. Plus question non plus de se serrer la main à la fin de la partie. Et même le filet qui est entré en contact avec les balles doit être entièrement désinfecté en arrivant et en repartant. Désinfection des mains obligatoire. Et voilà, le cours est prêt pour accueillir de nouveaux joueurs. Jusqu'à maintenant, coincés chez eux à regarder leur moto dormir dans le garage, pour les bikers auvergnats, le déconfinement est synonyme de liberté. Ajoutez à cela un beau temps et les routes se retrouvent prises d'assaut par ces passionnés. Célia Coulot les a suivis lors d'une virée. Prendre de la hauteur, sentir l'air sur son visage, admirer les paysages qui défilent, c'est ce qu'a manqué à de nombreux motards pendant le confinement. En Auvergne, comme partout ailleurs, ils se croisent, se reconnaissent et se rassemblent. Tout cela grâce à ce petit signe de la main. Cet esprit amical et aventureux est partagé par les membres de l'un de ces groupes, les Auvergnat Riders. Pendant le confinement, ça a été un peu long quand même de pas sortir la moto, mais bon, on n'avait pas le choix. Enfin, je veux dire, c'est des règles à respecter. Et oui, revoir les copains, tout ça pour aller rouler, c'est toujours sympa. Hein. De voir tout le monde, ça m'a manqué de reparler aux gens avec qui on fait de la moto habituellement. Et puis, pas aller rouler, pas se sentir libre. La liberté, c'est vraiment le maître mot de ces balades post-confinement. Avec des routes comme celle de Murol, du Mont d'Or, du plateau de Gergovie ou encore du château de Val, ce terrain de jeu a de quoi faire voyager à proximité. Un motard, ce qu'il aime bien, c'est chercher un petit peu sa liberté de façon à pouvoir partir à l'aventure et essayer de découvrir de nouveaux territoires, découvrir des richesses. Là, en l'occurrence, on est obligé de redécouvrir notre région parce qu'on respecte le rayon de 100 km. Il y en a d'autres pour qui le confinement n'a pas empêché de rouler.
Alors moi j'ai continué à rouler pendant le confinement pour accompagner une ONG de bikers qui sont là contre la précarité. Donc pour subvenir aux besoins des sans-domicile fixe, faire l'acheminement de masques, etc. En tout cas, pour ces passionnés, c'est très clair, on roule, oui, mais avec des précautions. Pour ne pas refuser du monde, on a décidé de faire des groupes de 10 personnes. Donc on part du même point de départ, on arrive au même point de pause et on fait le même parcours, mais en s'arrêtant, voilà, chacun reste avec son groupe pour pas qu'il déborde. Plus d'excuses pour ne pas partir à l'aventure près de chez vous. C'est la fin de cette 3e édition du Tour de l'Actu. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle édition. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir.